Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de licenciement massif avec Alexandre Lamy, associé au sein du cabinet Arcis. Ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite du Legal Data Space avec Martin Bussy, cofondateur de LegalX. Et enfin, on parlera de la construction d'un temple hindou et on verra quel est le cadre juridique avec Lionel Devic, associé chez Del Sol. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. Licenciement massif, quelle solution? On en parle tout de suite avec mon invité, Alexandre Lamy, associé au sein du cabinet Arcis Avocat. Alexandre Lamy, bonjour. Bonjour Arnaud. La France fait face à la menace de 250 plans de licenciement. Ça représente environ 170 000 à 200 000 emplois qui pourraient être impactés. Comment expliquez-vous cette vague de licenciements? Écoutez, c'est d'abord la conjonction de plusieurs facteurs économiques qui expliquent le fait que plusieurs secteurs d'activité soient impactés. L'automobile, la construction, la distribution. Donc la conjonction de plusieurs facteurs et puis surtout une accélération de mutations économiques profondes liées à la réglementation européenne, liées aux enjeux environnementaux, les enjeux en matière d'intelligence artificielle, le contexte géopolitique aussi, mais également le contexte interne. C'est-à-dire qu'on le voit, au-delà des facteurs traditionnels économiques, la confiance est clé s'agissant de la croissance et du dynamisme économique d'un pays. Et la période d'instabilité politique fait que les entreprises sont moins enclins à investir, ce qui conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, face à cette situation, il y a un certain nombre de propositions. L'une d'entre elles, la CGT, propose un moratoire sur les licenciements économiques. Qu'en pensez-vous? Le moratoire sur le licenciement économique, c'est une vieille idée qui est brandie à chaque crise, pratiquement. Mais en réalité, cette idée ne résiste ni aux réalités économiques, ni aux réalités juridiques. Réalité économique parce qu'un moratoire, c'est censé être une mesure temporaire. Bien sûr. Or, on le voit, on l'évoquait tout à l'heure s'agissant des mutations économiques profondes, auxquelles répondent les plans de suppression d'emplois importants que nous avons à connaître. Les mutations, elles ont vocation à durer pendant un certain nombre d'années. Donc ça reviendrait à interdire le prononcé de licenciement jusqu'à l'abrogation des droits de douane par la Chine et les États-Unis, par exemple. Donc mesure temporaire, mesure exceptionnelle de surcroît. Et on l'évoquait encore tout à l'heure, l'intégralité, beaucoup de secteurs d'activité sont touchés par les difficultés économiques et la nécessité de procéder à des plans de suppression d'emplois. Donc, réalité économique d'une part, réalité juridique d'autre part, parce que c'est se heurter à la liberté d'entreprendre qui est garantie constitutionnellement. La liberté de procéder à des licenciements relève de la liberté d'entreprendre. Donc, on le voit, cette idée qui est brandie à chaque crise ne résiste pas aux réalités économiques et juridiques. Alors, il y a une autre proposition qui vient cette fois de LFI, c'est d'interdire les licenciements boursiers. Qu'en pensez-vous? Là encore, vieille idée qui est brandie à chaque crise ou presque. C'est une vieille marotte politique et médiatique, si je puis dire, l'interdiction des licenciements boursiers depuis l'affaire Michelin de 99. Là encore, alors, le fait que le licenciement boursier ne soit pas défini ou l'imprécision de sa définition facilite le fait qu'on puisse s'en servir et le ressortir dans n'importe quelle situation. Si on tente un semblant de définition, on pourrait dire que le licenciement boursier, c'est une réduction d'effectifs qui est subordonnée à une logique purement financière et sans nécessité économique, si on tente une définition. Et on voit que sur la base de cette définition-là, la portée polémique et la portée politique de ce concept est facile parce qu'on vient opposer travail et capital, on vient opposer intérêt des actionnaires et intérêt des salariés. Et là encore, ça ne supporte pas la réalité économique.
parce qu'il ressort d'un nombre incalculable d'études économiques empiriques que les plans de licenciement ou l'annonce de plans de licenciement se traduisent négativement sur la capitalisation et la valorisation de marché des entreprises. Donc la réalité économique nous rappelle que le licenciement boursier ou l'interdiction de licenciement boursier n'a pas de sens. Et réalité juridique d'autre part, parce que la jurisprudence, les juges sanctionnent de toute façon par l'absence de cause réelle et sérieuse un licenciement économique qui ne serait motivé que par la nécessité d'augmenter son niveau de profit ou de supprimer des emplois non rentables. Ce faisant, le Conseil constitutionnel rappelant en 2002 que on ne saurait en tout état de cause pas interdire à une entreprise d'anticiper ses difficultés économiques pour éviter le prononcé de licenciements économiques futurs. Donc on a exploré 2 solutions qui ne résistent pas, selon vous, à la réalité économique. Quelles solutions peut-on proposer pour faire face à ces licenciements massifs ? Écoutez, moi je suis intimement persuadé que plutôt que de s'attacher aux causes, il est urgent d'accompagner et de s'interroger sur les effets de ces plans de licenciement. Et notamment sur l'impérative nécessité aujourd'hui de définir des parcours de formation et des parcours de reconversion vers l'emploi. Des initiatives ponctuelles ont déjà été prises en la matière. Je pense notamment au contrat stratégique de la filière agroalimentaire en 2018, si je ne me trompe pas, qui a mis en place un dispositif d'expérimentation territoriale, intersectorielle pour l'emploi avec la métallurgie. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple est à chercher s'agissant de l'affaire Bridgestone en 2021, où avait été créée une plateforme territoriale d'action pour l'emploi. L'idée étant de généraliser, à mon sens, il est urgent de généraliser ce type d'initiative ponctuelle sur le fondement d'une réflexion reposant sur l'économie de proximité pour créer des plateformes, des plateformes de mobilité professionnelle au soutien des salariés qui seraient concernés par des plans de licenciement. Comment on pourrait financer ces plateformes ? Le financement, en fait, les plateformes, elles existent déjà si on regarde bien. Vous avez le dispositif Transco, Transition collective, qui a été créé en 2021, qui s'appuie sur ce type de plateforme. Vous avez notamment les plateformes territoriales de transition professionnelle qui existent, qui font appel aux conseils en évolution professionnelle. L'idée étant de créer des instances, créer des lieux pour faciliter la synergie entre les acteurs au soutien de l'emploi. Donc acteurs privés, acteurs publics, qui définiront ensemble des parcours de formation ciblés vers l'emploi et pour faciliter la mobilité professionnelle. Ça, c'est une première source possible. Il y a une deuxième source qui est tout à fait envisageable et que nous avons fait, nous, au cabinet, auprès d'entreprises qui mettaient en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi, qui est de mettre en place ce type de plateforme financée par l'entreprise elle-même dans le cadre de son plan de sauvegarde. Ça fonctionne très bien. Alors ça suppose un véritable travail en amont d'analyse d'employabilité des salariés, des parcours de formation cibles qui peuvent être définis et mis en œuvre, et puis la constitution, encore une fois, d'une plateforme de mobilité en allant, avec l'aide des acteurs publics, cibler certaines entreprises qui sont en phase de recrutement sur des métiers porteurs. Donc l'idée, c'est de se servir déjà des initiatives qui sont déjà créées dans les bassins d'emploi, mais de les redynamiser. Absolument, de les redynamiser. Et alors, parce que le dispositif Transco est un dispositif qui est assez complexe et qui ne fonctionne pas. L'idée est de s'appuyer sur l'existant, de ne pas réinventer quelque chose, mais de les généraliser pour soutenir les plans de suppression d'emplois que nous avons à subir aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Alexandre Lamy d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Arcis Avocats. Merci à vous. Tout de suite, on continue. On va parler du Legal Data Space. Qu'est-ce que le Legal Data Space? On en parle tout de suite avec mon invité, Martin Bussy, cofondateur de LegalX. Martin Bussy, bonjour. Bonjour Arnaud. On sait que l'écosystème de droit dans le domaine de l'innovation est très dynamique et on va le voir encore ensemble avec le Legal Data Space dont on va parler tous les deux. Qu'est-ce que ce Legal Data Space? Alors derrière ce nom un peu barbare, même si en anglais il est évidemment beaucoup plus simple, il faut comprendre tout l'intérêt de
partager non pas la donnée juridique, mais de partager l'accès à la donnée juridique au sein de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est bien ça tout l'enjeu du mot space, puisque c'est un espace data orienté vers la donnée et légal, c'est-à-dire non seulement sur le marché de la donnée juridique, le marché du droit, mais aussi dans le respect total des réglementations européennes dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Alors l'objectif de cet espace juridique numérique, on va dire ça comme ça, quel est-il? Il a beaucoup d'applications. Peut-être un exemple très simple est lié à l'IA. L'intelligence artificielle que nous commençons à pratiquer au quotidien, aujourd'hui a un usage surtout tourné vers la recherche documentaire, la remontée d'informations, le tri, le résumé. Mais arrive déjà la deuxième génération, que sont les agents IA. Les agents, c'est quoi? Ce sont des petits programmes qui vont automatiquement, par exemple, générer un document. Donc si vous avez un PV d'assemblée à faire, parce que vous êtes juriste et que vous avez 200 entités légales à clôturer en fin d'année, vous avez beaucoup de petites informations à aller chercher. La table de capitalisation, les résultats nets, etc. Aujourd'hui, c'est un temps énorme et une vérification énorme. Demain, avec ce Legal Data Space, vous pouvez automatiquement paramétrer la récupération de ces petites données pour constituer votre document et le faire signer en ligne. Et tout ça en quelques clics. Donc vous gagnez en tant que professionnel du droit un temps infini et vous avez d'autant plus de temps pour vous concentrer sur le fond de votre matière. Mais ça n'existe pas déjà, cette application? Aujourd'hui, ça n'existe pas puisque les données sont éparpillées. Déjà, vous ne savez pas à qui elles appartiennent. Avez-vous le droit de vous en servir? Vous ne savez pas où elles sont rangées. Vous ne savez pas comment, en automatique, les ramener vers vous. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de proposer, on va dire, des tuyaux absolument sécurisé, et c'est vous qui décidez quel type de données vous allez chercher. Et de l'autre côté, les détenteurs de ces données vous autorisent ou pas. Et donc c'est bien toute cette architecture d'autorisation et d'administration de la donnée qui fait une des forces de ce projet, puisque c'est vous le maître. C'est vous le maître de votre donnée. Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser l'écosystème du droit pour pouvoir partager l'ensemble des données à disposition des professionnels du droit. C'est un peu ça l'idée? Alors, il y a absolument cette idée d'écosystème, on va dire de commun, puisque les données, finalement, ont de la valeur pour chacun, mais elles ont aussi de la valeur pour les autres. Et une donnée a vocation à être échangée. Et donc, c'est bien tout l'objectif que l'ensemble de l'écosystème s'empare de ce projet en y voyant son intérêt. Et c'est ça qu'avec Thomas Saint-Aubin, notamment, et d'autres, nous avons imaginé et nous avons surtout réussi à fédérer. Parce qu'aujourd'hui, ce sont plus de 60 acteurs du droit, aussi bien des institutions, des entreprises privées et bien sûr l'association droit.org qui porte avec nous ce projet-là, qui se fédèrent à différents niveaux pour faire éclore ce projet-là. Et je tiens, et j'en profite, Arnaud, avec votre autorisation, à appeler aussi l'ensemble des professionnels du droit, de l'écosystème, à s'intéresser à ce sujet. Parce qu'il est encore temps, bien sûr, de se joindre à ce mouvement. Alors justement, comment les convaincre? Pourquoi faire partie de cet écosystème et de partager ces données? Eh bien, déjà, la première étape, pour ceux que ça intéresse et qui se sentent concernés, c'est bien sûr de pouvoir lever la main, lever le doigt pour dire « moi j'ai des choses à dire sur ce sujet ». Parce qu'on peut avoir des craintes, on peut avoir des sujets, on peut avoir des interrogations et c'est important de les exprimer. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des idées. Mais moi j'ai un super use case, moi j'ai une super application qui pourrait utiliser ces données-là. Ce sont tous ces acteurs-là qui sont les bienvenus parce que ce qu'on cherche à fabriquer finalement, c'est du commun juridique avec du commun numérique pour qu'on puisse tous beaucoup plus facilement valoriser nos données. Voilà. Pour bien comprendre, comment fonctionnerait ce Legal Data Space? Alors, très concrètement, c'est une infrastructure technologique dont une grosse partie des briques existent déjà, qui permet, si je puis schématiser, voilà, de vous proposer des tuyaux pour pouvoir brancher votre système d'information sur cette infrastructure et accéder ensuite à différentes sources de données, aussi bien les vôtres, vous pouvez vous en servir qu'en interne. Si vous êtes un très grand groupe, vous avez déjà tellement de données partout que ne serait-ce que pouvoir vous en servir à l'intérieur de votre espace, c'est déjà très intéressant. Après, vous pouvez aller à un niveau 2, c'est vos business partners. Vous avez tout un tas de parties prenantes qui sont vos partenaires habituels, en qui vous avez confiance. Et donc là, vous pourriez souhaiter partager de la donnée. Et enfin, vous avez le marché. Il y a beaucoup de données sur le marché, ne serait-ce que l'open data public déjà, tout un tas d'éditeurs aussi proposent de la donnée. Il y a bien sûr tous les fonds doctrinaux qui sont énormes et de plus en plus d'auto-édition en plus apparaît. Donc toute cette donnée-là, vous avez intérêt ou peut-être envie de vous en servir aussi et c'est très important de savoir tracer l'origine de cette donnée. Et en sous-jacent, il y a aussi l'idée absolument importante de donner de la valeur à cette donnée.
Parce que la donnée, c'est du travail, la donnée, c'est une information. C'est-à-dire de l'enrichir avec d'autres applications? Alors c'est à la fois l'enrichir, c'est effectivement la faire s'agréger entre différents systèmes, mais ce qu'il faut vraiment bien aussi avoir en tête, c'est que notre objectif, c'est d'inciter chacun à partager de la donnée. Mais attention, pas de la donnée confidentielle, pas de la donnée juridiquement sensible. Donc tout ça dans un environnement sécurisé. Voilà, exactement. Il y a une gestion des droits qui est extrêmement stricte et qui est extrêmement importante. Et à chaque fois qu'une donnée est partagée, il y a ce qu'on appelle un smart contract. Voilà une brique de technologie qui permet de mémoriser l'échange qui s'est tenu, pour pouvoir aussi tracer l'ensemble des échanges de données qui se sont produits. Et ça, c'est aussi une garantie, parce que ça vous permet d'être sûr de la provenance et de l'usage qui est fait de la donnée. Et donc, toutes les parties sont dans un environnement de confiance. Et ce mot confiance, il est important, parce qu'il garantit aussi le respect des règles européennes sur l'usage de la donnée. Je rappelle un point que j'ai dit au début, c'est il n'y a pas de partage de la donnée, il y a le partage de l'accès à la donnée. D'accord ? Donc, les données ne bougent pas. C'est très important. Ça veut dire que si elles sont bien en sécurité chez vous, et que vous m'autorisez à y accéder, elle sera toujours en sécurité. Ça n'aura pas bougé. J'aurais simplement pu la voir et m'en servir avec votre accord. Simplement, on va donner des droits. Voilà, exactement. Si à l'inverse, vos données sont stockées aux États-Unis, alors normalement, je vais moi aussi subir, entre guillemets, ceci. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir tracer l'ensemble des flux sur la donnée pour pouvoir valoriser vraiment cette donnée juridique. Est-ce que finalement, ce Legal Data Space, ce n'est pas une réponse à l'IA? On sait qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de l'IA, mais l'IA, c'est beaucoup d'hallucinations, beaucoup de réponses erronées, et pour les juristes, il y a un certain nombre de problèmes avec l'IA. Bien sûr, ça s'améliore de plus en plus. Est-ce que finalement, l'idée, c'est pas aussi de donner de la fiabilité avec ce Legal Data Space aux différentes applications qui sont partagées? Vous avez tout à fait raison, parce qu'en effet, aujourd'hui, quelles alternatives avez-vous si vous voulez utiliser de l'IA en tant que juriste ou de professionnel du droit? Soit vous avez des solutions américaines, comme Harvey, etc., qui sont déjà basées sur la common law, donc elles ont été entraînées sur un corpus juridique qui n'est pas le nôtre en civil law, c'est déjà un problème majeur. Et deuxièmement, les données passent par les serveurs américains, donc ne respectent pas la réglementation européenne. Mais ce sont des machines extrêmement performantes, extrêmement efficaces, extrêmement puissantes. Donc forcément, on est tenté de s'en servir. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. Je dis juste, attention, il y a quand même des choses qui posent problème. D'un autre côté, vous avez des éditeurs. Un certain nombre d'entre eux sont, on va dire, en vase clos. Ce sont leurs données qu'ils ont travaillées, qu'ils ont accumulées depuis des années. Ils vous les vendent. Et c'est normal, c'est leur métier. Et eux sont en train de passer progressivement à l'IA, mais c'est évidemment tout un travail aussi pour eux, technologique, économique, très important. Donc, là aussi, vous avez un choix. Et le troisième choix, c'est comment mes données et celles des autres, j'arrive à m'en servir et avec mon choix. C'est ça, le Legal Data Space, le projet vraiment enthousiasmant, en tout cas de notre point de vue, c'est qu'on peut décider de quelles données on utilise pour ces usages applicatifs. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va conclure là-dessus. Merci Martin Bussy. Je rappelle que vous êtes cofondateur de LegalX. Absolument, avec Thomas Saint-Aubin et toute une équipe. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la construction d'un temple hindou et on va voir quel est le cadre juridique. Quel est le cadre juridique de la construction d'un temple hindou en France? On en parle tout de suite avec mon invité, Lionel Devic, associé chez Delsol Avocats. Lionel Devic, bonjour. Bonjour. Le premier temple hindou va être construit en 2026 à Bussy-Saint-Georges. On va voir ensemble que ça va poser un certain nombre de questions juridiques. Mais avant de s'intéresser à la construction de ce premier temple hindou, est-il encore possible de construire des lieux de culte en France? Oui, toute personne peut construire un lieu de culte. Vous, moi, n'importe qui en réalité peut construire un lieu de culte. La vraie difficulté, elle arrive quand on s'intéresse à son financement, au financement de l'opération. Sauf à être très fortuné à construire soi-même une église, un temple, un lieu de culte quel qu'il soit et de le mettre à disposition gratuite d'une communauté particulière. La vraie difficulté, c'est lorsque la communauté elle-même cherche des financements, par voie de dons en particulier, de subventions, c'est compliqué, mais il y a des travaux qui peuvent être subventionnés, contrairement à ce que l'on pense à propos de la loi 1905.
Et donc aujourd'hui, si l'on regarde un peu dans le spectre des structures juridiques qui créent et qui bâtissent des églises, des temples quelle que soit la nature de la collectivité religieuse, on a 3 grandes catégories d'acteurs. Les associations cultuelles, les associations de la loi 1905, qui ne peuvent exercer que le culte et strictement le culte. On a également des congrégations religieuses qui, dans le cadre de leurs activités religieuses, sont conduites à édifier une abbaye, une chapelle, avec des modalités de financement plus compliquées. Et puis on a aussi parfois la nécessité de conjuguer plusieurs types de financement parce que les locaux vont être affectés à des activités diverses, pas exclusivement cultuelles. D'accord. Et c'est le cas notamment pendant très longtemps du culte musulman, qui avait bâti des mosquées, souvent à travers des associations 1901, avec des activités mixtes, à la fois culturelles, éducatives, religieuses, alimentaires, répondant à différentes nécessités de la communauté musulmane. Et on est passé parfois par des sociétés civiles qui permettent d'appréhender à la fois des investisseurs, du financement collecté par telle ou telle structure, la 1905 d'un côté, une association d'intérêt général de l'autre, pour, au bout du compte, se rendre propriétaire de cet édifice et d'arriver à le financer. Voilà. Et parfois avec de l'emprunt également, bien entendu. Alors, on va s'intéresser à l'esplanade des religions sur laquelle sera édifié donc, ce premier temple hindou. Quelles sont les particularités de ce site? Alors, la particularité, c'est que la communauté de communes a voulu un projet où les religions puissent dialoguer les unes avec les autres. Et donc cette esplanade des religions à Bussy-Saint-Georges, elle présente la caractéristique d'avoir été confiée à un aménageur assez classique, qui a prévu l'implantation de plusieurs lieux de culte différents, aussi bien pour les musulmans que pour l'Église protestante unie, que pour l'Église catholique, que pour les bouddhistes, et un certain nombre de cultes comme ça, il y en a une grosse dizaine, dont effectivement ce premier temple, qui est un long aboutissement d'un travail compliqué parce qu'il faut prendre en compte une réalité, c'est que les communes, les municipalités et les maires ne sont pas toujours très favorables à voir l'arrivée de nouveaux lieux de culte. Bien sûr, ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions, ça implique des parkings, ça implique une accessibilité, ça implique effectivement des flux de personnes. Et donc, en l'espèce, cette communauté, dont le siège en Europe est situé à Londres, où elle dispose du plus gros temple hindou au monde, qui est à Londres, plus grand en termes de surface que le Taj Mahal, par exemple. Et c'est une communauté de l'origine du nord de l'Inde, du Gujarat, et qui a longtemps essayé de trouver un lieu pour bâtir ce temple pour la communauté, qui est modeste, mais qui est réelle en Île-de-France. Et c'est finalement l'opportunité de cette esplanade de religion qui a permis d'appréhender ce foncier pour pouvoir construire. Voilà. Bon, on a vu ensemble l'origine donc de l'implantation de ce temple hindou à Bussy-Saint-Georges, mais comment s'organise le financement et le fonctionnement d'un lieu de culte comme ce temple? Alors, il n'y a pas d'originalité particulière sur les grands principes selon le culte dont on parle, que ce soit le culte catholique, protestant, juif, musulman, hindou. En la matière, pour pouvoir collecter des dons affectés au financement d'une église, d'un temple, il faut nécessairement utiliser une association cultuelle qui ne peut avoir pour objet exclusif que le culte. Donc c'est par voie de don, il n'y a que cette possibilité-là. Des dons ouvrant droit à avantage fiscal, et y compris aussi des legs, des donations, donc des libéralités qui sont réalisées devant notaire généralement. Et donc ça, c'est la première forme juridique qu'il est possible d'utiliser. Viennent ensuite des considérations plus concrètes, quand dans un même lieu, on sait que l'on va exercer des activités de nature différente, qui ne seront pas toutes cultuelles. Et la première difficulté, c'est souvent même d'appréhender les dimensions du culte et sa particularité. Puisqu'en France, on a un droit qui est très marqué par le culte chrétien, le culte catholique pour l'essentiel. Et le culte, c'est toute la pratique organisée autour de l'autel ou dans le cœur du sanctuaire. Alors, comment on fait pour s'adapter, justement? Eh bien, on essaye déjà de bien comprendre ce qui est au fondement même de la religion, de ses caractéristiques. Dans certaines religions, l'importance de la nourriture est réelle, du partage du repas, contrairement, je dirais, dans le culte catholique où ça se limite, je dirais, aux hosties. Mais dans le culte hindou, dans les cultes musulmans, l'importance du partage, c'est quasiment assimilé à une dimension religieuse. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un raisonnement unique pour tous les cultes? Non, il faut vraiment s'attacher à distinguer ce qui constitue encore une activité cultuelle de ce qui constitue après une activité à dimension religieuse ou confessionnelle
éducative, culturelle, sociale. Et c'est vrai qu'en France, le pays est assez unique dans le monde pour ça. On considère l'exercice du culte ou l'activité cultuelle comme une activité à part, qui n'est pas assimilée aux activités d'intérêt général traditionnelles, là où dans tous les pays du monde, le culte, la pratique cultuelle fait partie des activités considérées comme d'intérêt général. Donc il y a cette nécessité de s'adapter. Il faut bien comprendre toutes les dimensions autour de la religion et du culte. Et du culte, de comprendre ce que l'on peut considérer comme étant une activité cultuelle. Donc pour cela, il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui a son propre regard, qui sait appréhender ces réalités-là, les détacher aussi de la dimension sectaire, parce que cette dimension existe, on ne va pas le se cacher. Donc c'est aussi une préoccupation dans le domaine de la lutte contre les sectes, d'éviter aussi de qualifier des activités cultuelles sous un angle fiscal favorable, pour éviter des dérives parfois que l'on peut, à titre minoritaire, il faut bien le reconnaître, mais qui peuvent exister. Donc il y a ces associations-là, avec la loi séparatisme aussi, qui est venue remettre de l'ordre en quelque sorte dans le financement, et qui est venue clairement inciter les cultes qui ne l'utilisaient pas à utiliser la loi 1905, parce que ça permet de mieux contrôler aussi les financements, l'origine des financements, les obligations de déclarer les financements étrangers notamment. Donc il y a des contraintes qui sont venues renforcer un peu une sorte de transparence pour y voir clair sur la façon dont le culte se développe en France. Vous évoquez des contraintes, il y en a d'autres en matière d'urbanisme. Quelles sont-elles? Alors voilà, quand on rentre dans les caractéristiques du culte, c'est vrai qu'on ne pense pas spontanément à l'importance, par exemple, de la pierre ou de l'origine des pierres. En l'espèce, dans ce temple hindou, à Bussy-Saint-Georges, la difficulté venait notamment du fait qu'il faut approvisionner en pierres venant d'Inde, notamment pour les façades, et également avec des ouvriers qui viennent d'Inde. Donc ça veut dire qu'il faut venir faire travailler des entreprises étrangères en France avec des ouvriers de nationalité étrangère. Donc ça, c'est des caractéristiques un peu particulières sur ce type de projet. Sur le reste, en termes d'urbanisme, il a fallu aussi expliquer à la préfecture et à l'administration fiscale les caractéristiques du culte, parce que vous avez un traitement différent sur différentes taxes qui sont payées à l'occasion de la construction ou sur des sujets de taxes foncières, pour bien apporter les justificatifs et montrer que l'activité est réellement une activité principalement cultuelle, en dehors de l'affectation des locaux qui pourront à titre accessoire parfois être loués ou mis à disposition d'autres associations d'intérêt général ou éducatives ou autres. On va conclure là-dessus. Merci Lionel Devic. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Del Sol Avocat. Merci. Merci à toutes et à tous. C'est le moment de se quitter. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.